On vit dans une démocratie, on n'est pas à Montréalistan, même si c'est le mot chéri et choyé des chroniqueurs par les temps qui courent. Mais il en demeure pas moins que faire notre travail, c'est le faire avec des portes closes, avec des noms, et avec un problème d'opacité que le quotidien de Gazette a décrit d'une manière admirable il y a 2 ou 3 ans dans une série extensive qui s'appelait Secret Society. Ne serait-ce que d'avoir un rapport du coroner, d'avoir une enquête qui est réellement publique et non pas une patente à gosse comme on a en ce moment sur les événements du printemps. D'obtenir l'information à partir de la loi d'accès. La loi d'accès, vous savez, elle a 30 ans. Elle a été créée à une époque par notamment Jules Brière et le journaliste Jean Paris, qui était à l'actualité. Avec des idées de grandeur que je salue encore aujourd'hui, une certaine noblesse et un courage. On voulait changer la culture. On voulait casser le monopole que les fonctionnaires exerçaient sur l'information. Et on avait mis une clause dans la loi, une clause de révision à tous les 5 ans. Et la clause de révision n'était pas pour surveiller qui que ce soit, c'est parce qu'on avait un espoir que la culture changerait tellement qu'un jour la loi ne serait plus nécessaire. Et moi, je peux vous dire, 30 ans plus tard, que cette fameuse loi-là a évolué dans le sens contraire. La règle, dans le fond, c'est que les documents qui sont publics doivent être publics. Mais en réalité, ce que l'on constate, c'est que les documents sont souvent tenus secrets, gardés ou lourdement censurés avant d'être remis aux journalistes. Au nom de la vie privée, de l'image, des réputations, surtout de la vie privée. Au nom de la sacro-sainte préservation de la prise décisionnelle et au nom du privilège avocat-client, on a souvent des refus de communiquer. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si un cabinet ou un ministère ou même un conseil de ville délibère sur une question, une décision finale n'est pas arrêtée, on dit que le processus décisionnel est en cours, il faut respecter cette sérénité que les parlementaires, les élus ont besoin pour décider. Alors on peut, ici au Québec, prendre une décision qui dure très très longtemps avant finalement de rien décider. On sait très bien où on loge à cette enseigne ici. On est spécialiste de faire des comités conseils qui accouchent d'un rapport qui va aller sur le rapport précédent et ainsi de suite. Et donc par conséquent, si le processus est en délibération, on n'aura jamais l'information. Dès que le document passe sur le bureau d'une avocate, le secret professionnel s'applique. Alors, il suffit de faire ça ici quand on est ministre. Madame est avocate, privilège avocat-client. Je défends mon ministère, c'est mon client. Le document ne sera pas communiqué. Et on a eu des cas aussi où on a assimilé l'expression d'idées, les idées couchées sur papier par un fonctionnaire dans le cadre d'une séance de travail. On a assimilé ça comme l'expression de ses pensées personnelles, donc ils étaient protégés par un certain droit à la vie privée. Et on a eu des refus de communiquer autour de ça. Bref, cette loi-là accuse très mal le poids de ses 30 ans. Et le ministre des Affaires de la réforme des institutions démocratiques, Bernard Drinville, a choisi de réviser la loi. On a comparé en commission parlementaire et on a demandé 2 choses très simples. Et si ça vous intéresse, notre mémoire est disponible en ligne sur notre site à fpjq.org. 2 choses. La première, c'est de limiter au maximum les exceptions. Et la deuxième, c'est de militer vers un modèle de gouvernement ouvert. Ce que l'on raconte, nous, maintenant, comme histoire de base, et c'est très porteur, c'est que l'ultime remède à la corruption et la collusion au Québec, c'est l'information. Cette nécessaire transparence. Les journalistes d'enquête qui sont arrivés sur la grande scène de crime de la corruption avant les policiers de l'UPAC l'ont fait à partir de documents qui ont obtenu de sources confidentielles, à partir d'une loi d'accès parfois bancale, et ils ont été capables de relier tous ces petits points-là qui étaient des contrats pour faire le grand portrait de cette bête tentaculaire. Pour leur faciliter la vie dans le futur, on milite en faveur d'un modèle de gouvernement ouvert où les données publiques seront réellement publiques et seront facilement exploitables. Je ne veux pas engager le débat sur le jargon des programmeurs, mais il y a des exemples très simples que vous allez comprendre. On a parfois accès à certaines données, mais dans un PDF. Or, un PDF, c'est impossible de l'extraire, de refaire une application, de refaire des graphiques interactifs. Il nous faut les données brutes. On a d'autres ministères qui disent on donne les données, mais il faut acheter un logiciel qui coûte 2000 $ parce qu'on choisit une technologie hyper pointue pour partager les données. Bref, toutes sortes d'histoires comme ça
abracadabrantes qui font en sorte que la loi d'accès ne fonctionne pas bien. L'autre volet de tout ça, c'est les politiques de communication gouvernementale. Sous la fin du règne de Bernard Landry et surtout avec celui de Jean Charest, on a centralisé énormément les communications. Tous les directeurs de communication des ministères relèvent d'un seul secrétariat. Et on a très vite réalisé, nous journalistes, que l'accès qu'on avait à des ministres et des titulaires de fonctions il y a à peine 15 ans s'est rétréci. Moi, je me souviens, comme journaliste, il y a 15 ans, on appelait au cabinet d'un ministre, on était capable d'y parler dans l'heure. Aujourd'hui, on appelle au cabinet d'un ministre, puis si tu dis le ministre, s'il vous plaît, ils vont vous rire en pleine face. 3 attachés de presse vont vous passer sur le corps avant pour savoir ce que vous voulez et essayer de ne pas vous refiler le ministre. Et au final, il reste que les points de presse, souvent les entrevues de fond, où on peut rattraper les titulaires de charges publiques. Une centralisation qui a mis l'information entre les mains des relationnistes, les grands amis de la relation publique, qui souvent nous en disent le moins possible, cherchent à obtenir les questions à l'avance. Au fédéral, ça atteint son paroxysme. Maintenant, les journalistes sont pratiquement obligés, vous allez obligés, s'ils veulent avoir une réponse, ils soumettent des questions par écrit pour avoir des lignes approuvées par la suite, à la fin de la journée ou le surlendemain. Et il y a certains ministères, si on écrit en français, il y a des délais de traduction qui vont faire passer le délai de 24 heures en 48 heures. Et évidemment, les gens de relations publiques sont souvent là pour contrôler le message, mettre en boîte les journalistes, et ça fait en sorte que l'information qu'on obtient est beaucoup moins complète, beaucoup moins utile. Ce qui nous amène à utiliser d'autres sources. Bon, les autres sources, c'est quoi? C'est les sources anonymes. Et pourquoi il y a autant de sources anonymes de nos jours dans les médias? C'est parce qu'on est forcément obligé de contourner ces politiques de communication-là qui privent les titulaires de charges publiques, les fonctionnaires, de leur parole citoyenne. Hein? On en est rendu à une situation où, privé comme dans le public, les politiques internes disent que les demandes d'information, les demandes d'entrevue des journalistes et des médias doivent être réacheminées vers les relations publiques. Et ce qui fait en sorte que quelqu'un qui est payé à même des fonds publics n'est plus imputable, n'est plus redevable devant la population, devant les journalistes. Et ça, c'est un réel problème. Alors, beaucoup de sources anonymes et des demandes d'accès à l'information pour faire des enquêtes qui sont pénibles et qui sont difficiles. Pourquoi c'est important? Parce que dans les 10-15 dernières années, je pense qu'il n'y a pas une enquête au Québec et au Canada qui a réussi sans avoir cette utilisation double des sources anonymes et de la loi d'accès. Alors, il faut aussi, là, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut être en mesure de protéger les sources. On n'a pas de loi sur la protection des sources ici au Québec, ni au Canada. Tout au plus, on a des décisions de la Cour suprême qui nous permettent d'avoir une certaine garantie d'anonymat, mais c'est toujours selon une logique du cas par cas. Il faut faire la preuve ultimement devant un tribunal que préserver la source, préserver la confidentialité de la source est dans l'intérêt public. C'est avec ces embûches et ces entorses qu'on a réussi à produire du journalisme dans les dernières années, du journalisme de grande qualité. Je le dis et je le redis, pas de journaliste, pas de commission Charbonneau. C'est aussi clair que ça pour moi, l'équation. Et les journalistes au Québec ont été parmi les plus actifs. Récemment, on a eu une délégation de journalistes français qui sont venus remettre le prix Albert Londres, le prix le plus prestigieux de journalistes. Et les gens qui étaient là étaient tous des anciens lauréats, des grands reporters internationaux. Alain Gravel est venu faire un bout de conférence avec d'autres collègues. Ils étaient complètement assommés par la qualité du travail qui avait été fait ici. Et c'est pas banal dans un contexte de précarité où le modèle d'affaires des médias est mis à mal par la chute des revenus publicitaires. Les outils à notre disposition sont limités. La transparence n'est pas le réflexe premier du gouvernement. Alors je dis qu'on ait pu faire ce travail-là au Québec, c'est vraiment remarquable. Il faut encourager ce travail. Les problèmes de transparence aussi ne sont pas l'apanage des grands et des puissants de ce monde. Je peux vous dire que dans le cadre du printemps érable, on a eu des journalistes qui ont été intimidés, menacés, harcelés, pas seulement par les policiers, mais par les militants eux-mêmes. Le summum, pour moi, c'est un journaliste que je nommerai pas, mais sur qui on a décidé d'uriner au beau milieu du manif pendant qu'il faisait un direct. Alors, si c'est ça le débat démocratique au Québec, si c'est ce que la gauche a proposé, je tombe en bas de ma chaise et je retombe. Parce
qu'il n'existe pas d'une société pleinement démocratique sans une presse libre capable de faire son travail. On a vu des journalistes également au palais de justice cherchant à empêcher des journalistes de filmer la comparution de certains accusés pour l'histoire du métro, s'interposer devant les caméras, éteindre des mégots de cigarettes dans le gros minou du micro, là, prendre ça pour un cendrier, mettre des banderoles, bousculer. Alors, n'allez pas croire que les atteintes à la liberté de presse viennent toujours d'un côté seulement. On en a eu des comme ça tout le printemps et ça nous a vraiment surpris. Surpris parce que on a toujours eu l'impression, nous, journalistes, qu'on était dans le milieu du sandwich. On essaie de refléter les débats de l'heure et les débats du jour. Et ultimement, quand on finit notre journée de travail, finalement, la partie A est en beau maudit et la partie B est en beau maudit parce que le compte-rendu qu'on a fait n'a épousé aucune des causes. Et on essaie de refléter la réalité sociale avec le plus de justesse et de fidélité possible. Je ne dirais pas que notre travail est parfait, que les journalistes ont raison 100% du temps. Des glissements éthiques ou déontologiques, il y en a eu. Mais je vous pose la question de quel droit les militants s'érigent et se posent comme en entrave de la liberté de presse, de quel droit ils empêcheraient les journalistes de filmer, de faire leur travail. Ces dérives-là m'apparaissent tout aussi préoccupantes que les policiers qui encerclent les journalistes et qui les arrêtent. Pour conclure, parce qu'on doit arriver à 1 minute, voilà. Nos solutions, c'est aussi les vôtres. La loi d'accès à l'information n'a pas été créée pour les journalistes, elle a été créée pour le public. Les politiques de communication gouvernementale qui mettent des bâtons dans les roues des journalistes finissent par avoir des répercussions sur l'information que vous obtenez. Alors, c'est un combat ou une bataille qui doit interpeller également la société civile. Et il nous faut davantage de transparence de nos gouvernements. Il nous faut une plus grande reddition de comptes. Et en donnant plus d'outils aux journalistes pour faire leur travail, c'est probablement plus d'informations et des choix plus éclairés que vous serez en mesure de faire comme citoyen. Parce que, ultimement, c'est ce qu'on cherche, c'est d'avoir un débat démocratique le plus large possible, avec la multiplicité des points de vue, pour être capable, au final, de prendre des décisions sur nos décideurs et sur l'orientation de notre province, notre ville, notre pays.